Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. Aujourd'hui, je suis accompagné par Camille. Bonjour Camille. Salut Arnaud. Mais également par Simon Torret du cabinet Chaos. Bonjour Simon. Bonjour à tous les deux. Eh ben, nous, on est vraiment ravis de pouvoir t'accueillir sur le podcast. On est à Lyon, donc ton cabinet et tes activités professionnelles sont également à Lyon. Camille s'est déplacée de Chamonix, de ses montagnes, pour venir nous rendre visite à Lyon. Tout à fait. Un grand merci à tous les deux pour votre disponibilité. On va parler aujourd'hui d'un sujet hyper intéressant, qui est justement d'éviter la blessure. On sait à quel point les blessures peuvent être frustrantes et entraver nos performances, notre plaisir sur un vélo. Alors découvrons justement ensemble avec Camille et Simon comment les prévenir et prendre soin de son corps. Alors la première question que je vais te poser Simon, ça va être de te présenter, mais aussi de présenter le savoir-faire de ton cabinet. Je m'appelle Simon Torret, je suis kinésithérapeute depuis maintenant à peu près 10 ans. J'ai tout de suite eu une passion assez importante pour la pratique du sport pour moi-même et justement dans la rééducation. Et c'est ce qui nous a rapprochés parce que notre école est à Lyon initialement, à Paris, ce qui nous a du coup ramené à Lyon, c'est la pratique justement du sport et de vouloir se rapprocher un petit peu des montagnes. Et donc c'est à Lyon avec deux amis à moi, deux amis d'école, qu'on a monté notre cabinet. C'est un cabinet qui a une vocation vraiment au niveau de la rééducation des patients sportifs. Pas que, mais il faut que les gens qui viennent chez nous aient un aspect vraiment de l'aspect dynamique dans leur rééducation. Tout cet aspect-là, il est venu progressivement tout au long de notre formation. En fait, on était, nous, formés à Paris. Et après, on a eu un passage avec mes deux amis avec qui on a monté le cabinet au Québec. Justement, on a été au Canada pour se former sur tout ce versant de thérapie manuelle, tout ce qui est pratique qui nous est cher avec nos mains. Et au fur et à mesure, justement, de voir comment la mise en place d'exercices est venue compléter cette pratique avec nos mains. Parce que la formation est différente au Canada ? La formation est complètement différente. L'approche, d'abord le tronc commun. Il y a un tronc commun quand même au niveau médical qui est beaucoup plus important. Donc au niveau d'un kiné, d'un médecin ou autre, il y a quand même des connaissances qui sont beaucoup plus, entre guillemets, qui sont beaucoup plus les mêmes d'une profession à l'autre. Et derrière, il y a au niveau de la pratique initiale qui était enseignée, c'est beaucoup en train de changer en France. Mais justement, cet aspect de prise en charge global du patient est primordial avec la prise de temps au niveau du bilan, donc la première séance qui est très importante. La première séance, c'est 1 heure de bilan avec le patient et c'est ça qui prime. C'est pour vraiment essayer de mettre en évidence toutes les déficiences, qu'elles soient articulaires, musculaires ou autres, pour vraiment essayer de louper aucun aspect au niveau de la prise en charge du patient. Et est-ce que le bilan, il est entièrement manuel ou est-ce qu'il y a aussi un aspect mécanique avec des machines où vous regardez d'autres choses ? Non, le premier temps, c'est vraiment un temps d'échange avec le patient. C'est vraiment le premier temps, c'est le temps initial. On essaie de comprendre pourquoi le patient est ici et qu'est-ce qui lui arrive. Et dans un second temps, on met en place des tests qui vont d'abord être des tests fonctionnels où le patient va bouger pour que nous, on essaye d'avoir des petites hypothèses. Et par la suite, en fonction de ces hypothèses qu'on a vues sur nos tests fonctionnels, on va aller chercher quelques tests assez spécifiques et notamment aussi la quantification, donc les quantifications au niveau de déficit d'amplitude articulaire et de force musculaire. C'est vraiment les grands aspects qu'on va aller essayer de mettre en évidence avec les machines à la fin de notre bilan. Et si on rentre vraiment dans le vif du sujet, Simon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est important de comprendre le fonctionnement et le corps humain aujourd'hui et du cycliste sur son vélo entraîne des déséquilibres. Donc il y a des déséquilibres musculaires, des tensions qui peuvent amener à des blessures. Comment est-ce que le cycliste peut prendre soin de son corps de manière appropriée ? Parce qu'aujourd'hui, je le rappelle, la kinésithérapie en France se pratique sous ordonnance. Exactement. Donc après l'apparition de certains symptômes, tensions, blessures, donc là c'est un peu particulier puisque on va surtout te demander comment faire pour ne pas... Mais tant mieux. Quel est le lien entre le cycliste et le kiné et surtout comment faire en sorte d'appréhender un maximum toutes ces douleurs ou toutes ces tensions. Donc comment faire en sorte que le cycliste arrive à mieux appréhender ces déséquilibres ? Je pense que pour comprendre ce que le cycliste doit appréhender, il faut d'abord essayer de comprendre dans la position ce qui va être surtout, on va dire, plus contraignant au niveau structurel et les qualités que doit avoir un cycliste. On sait que la position engagée vers l'avant au niveau du vélo, ça c'est quelque chose qui va être contraignant déjà au niveau cervical. La jonction entre la nuque et les épaules, cette partie-là nécessite d'avoir de la mobilité en extension. C'est une première source de douleur. Après, au niveau
pareil, si on continue sur le versant mobilité, qu'on descend au niveau lombaire et au niveau des hanches, on a besoin, par cette position antérieure, d'avoir de la mobilité en flexion de hanche et de la mobilité en flexion lombaire. Ça, c'est déjà les 2 grands aspects de mobilité au niveau du tronc qu'on doit avoir. Après, sur les autres articulations, elles sont plus ou moins stables. Donc, le genou est très mobilisé en flexion également, mais ce n'est pas forcément là où il va être blessé. Ce qu'il faut voir par la suite, c'est plutôt la mise en tension de cette chaîne postérieure, justement au niveau des ischio-jambiers, des fessiers. Ça peut aussi être un frein sur cette position antérieure. Donc on a vu que les mobilités cervicales, mobilité rachidienne au niveau de la hanche étaient importantes en flexion. Mais il ne faut pas qu'en dessous de ça, les muscles ischio-jambiers par exemple viennent trop freiner cette capacité à aller vers l'avant et rendre en fait la position inconfortable. Donc dans l'aspect mobilité musculaire, c'est ça qu'on peut retrouver. Et après, il y a tout le versant de force. Le versant de force est capital aussi. Au niveau du dos, au niveau des membres supérieurs, on retrouve surtout une utilisation de ces muscles-là sur des positions statiques. Donc au niveau des muscles qui vont être sollicités sur du gainage, sur du maintien de position. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir après sur l'aspect de pratique d'exercice. Et au niveau des membres inférieurs, c'est une utilisation en force. Là, on va vraiment chercher la force max du muscle, le grand fessier, le quadriceps, le maintien de force, de transmission de force au niveau du mollet. Donc si le cycliste veut arriver à prévenir l'apparition des blessures, il doit voir qu'il va y avoir un versant de mobilité au niveau rachidien et au niveau de la hanche, et un versant de force au niveau du gainage des muscles du tronc, des muscles des membres supérieurs, et un travail vraiment en force max au niveau du grand fessier, du quadriceps par exemple. Bon, déjà, c'est hyper intéressant, et c'est vrai que quand tu parles de tous ces points, je pense que chaque cycliste se dit, c'est vrai, j'ai mal là. Mais du coup, donc maintenant qu'on a identifié tout ça, est-ce qu'il y a des stratégies que les cyclistes peuvent adopter pour éviter justement de se retrouver sur ta table? Ce qu'il va falloir déjà, c'est arriver à mettre en évidence le point de problème chez tout cycliste. Même s'il n'est pas douloureux, on peut arriver à se tester assez rapidement. Par exemple, pour savoir si on supporte bien la mise en tension antérieure, si on va arriver à venir se mettre les mains dans les cocottes, par exemple, ça c'est quelque chose qui est intéressant. On s'assoit au sol, on essaye de regrouper le plus les talons vers les fesses en levant les mains au-dessus de la tête. Et si on voit qu'on est complètement en flexion au niveau du tronc, là, c'est déjà, il va peut-être falloir se dire que sur cette chaîne postérieure, il peut y avoir un travail, ou sur la flexion des hanches, il va y avoir un travail à faire. Se pencher en avant, tout simplement. Est-ce qu'on arrive à venir mettre les mains au sol? Ça, pareil, c'est quelque chose où on se dit, OK, en termes de mobilité, sur les hanches, et là, encore une fois, cette chaîne postérieure, la souplesse de cette chaîne postérieure, on peut déjà se dire qu'il va y avoir un travail à faire. Pour venir voir maintenant en termes de force, est-ce que vous êtes capable de faire ce qu'on appelle un squat une jambe? On prend une chaise, est-ce qu'on arrive à descendre sans toucher la chaise, s'arrêter juste avant et remonter? Si c'est quelque chose qui va être difficile à répéter plus de 5-6 fois sans poids additionnel, peut-être que ça va être intéressant de se dire, là, il y a un travail à faire sur le quadriceps, sur le grand fessier. Alors essayez, si vous l'avez pas encore fait, vraiment essayez, c'est hyper dur. 5 c'est énorme. 5 c'est monstrueux, moi je fais 2 et que de la jambe droite, donc je suis pas un exemple de grosse musculature, mais quand même. Et d'ailleurs c'est intéressant comme exercice le squat à une jambe, parce que c'est aussi pour la mobilité de la hanche, je pense vraiment pas mal pour identifier quand même si on est assez mobile pour arriver à descendre et remonter. Exactement, c'est ça qui va être intéressant, c'est d'arriver à trouver des exercices où on combine pas mal de composantes. La mobilité de hanche, elle va être facilement cumulable avec un travail soit de la force du grand fessier, du quadriceps, ou avec justement cette mobilité au niveau des ischio-jambiers sur cette chaîne postérieure. Donc c'est là où le travail du cycliste doit être entre guillemets quotidien, mais d'essayer de prendre le moins d'exercices possible pour être le moins contraignant en termes de temps et d'arriver à avoir le plus d'adaptation au niveau du vélo. Et si tu dois donner genre le top 3 des exercices pour cyclistes de manière hyper globale, sans que ça s'applique, mais si genre quelqu'un qui a une pratique un peu régulière et fait pas de renfo, pas de PPG, etc., quels exercices toi tu conseillerais? Est-ce que je peux passer sur un aspect de force et un aspect de mobilité pour peut-être avoir Ce serait super. 3-4 exercices. En termes de force couplée à de la mobilité, déjà le squat face au mur. Par exemple, venir se mettre les pieds presque collés au mur, les mains tendues en l'air, d'accord, avec les coudes vraiment en extension, les mains au-dessus de la tête, d'essayer de venir s'asseoir le plus bas possible et de maîtriser le retour. Pas de descendre et de tomber, parce que c'est souvent ce qui va se passer au départ, donc sécurisez-vous avec une chaise en arrière, mais dites-vous que de maîtriser ce squat une jambe face au mur avec les bras en l'air, jusqu'à ce que les hanches atteignent la hauteur des genoux, ça va être très intéressant en termes de mobilité de hanches, en termes de justement d'extension cervico-thoracique comme on a vu tout à l'heure, en termes de force des fessiers. Ça, c'est un exercice qui va être très complet. Effectivement, il ne faut pas aller chercher trop de composantes sur un exercice, mais là, quand même, ça peut être le gold standard au niveau de la pratique du cycliste, pour le premier exercice.
Le deuxième point qui est vraiment pas négligé, c'est cette souplesse au niveau de la chaîne postérieure. Ça, c'est un des points où, quand on fait des études posturales justement au cabinet, ça, c'est le point qui vient souvent pêcher chez les patients, c'est que cette difficulté à être engagé en avant. Pour ça, donc, l'exercice, il s'appelle le deadlift. C'est assez facile à retrouver sur Internet, mais pour donner des notions assez faciles, en gros, vous prenez un manche à balai, vous êtes debout, vous prenez ce manche à balai et vous cherchez à vous asseoir en faisant coulisser ce manche à balai le long des cuisses jusqu'au tibia sans que les genoux avancent. La notion du deadlift, c'est vraiment d'arriver à faire ça sans que les genoux s'antériorisent, en gardant le dos bien creux, bien gainé, donc ça aussi, ça va vous aider pour la pratique du vélo. Et quand vous allez commencer à arriver à faire cet exercice avec le bâton qui vient jusqu'à mi-tibia, déjà, vous allez être satisfait au niveau du gain que vous aurez sur vos ischio-jambiers. Donc là, on va aussi recruter les fessiers, on va recruter la flexion de hanche, mais on va venir mobiliser nos ischio-jambiers. Ça peut être assez intéressant. Et si on doit choisir un troisième exercice, on retrouve quand même assez régulièrement une raideur au niveau des muscles fessiers chez les cyclistes. Et en plus de ça, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de métiers de bureautique où les gens sont de plus en plus sédentaires, assis, et on peut se mobiliser dans la journée. Donc par exemple, en réunion, on vient croiser les jambes en mettant le talon sur le genou opposé. Et en faisant ça, vous allez déjà essayer de creuser le bas du dos. Et si dans cette position-là, vous arrivez à creuser le bas du dos, essayez de continuer pour vous pencher en avant et là, mettre en tension justement le fessier. Ce qui va être intéressant, c'est de répéter ces positions-là. Comme on l'a vu, le squat au mur tout à l'heure, il n'y a pas une vraie notion de renforcement, mais si déjà vous arrivez à faire une dizaine d'allers-retours, ça va être intéressant. Le deadlift, pareil. Le but, c'est de répéter cet exercice-là pour qu'il y ait un gain en mobilité. Et encore plus sur cet étirement du fessier. On ne veut pas que vous le mainteniez 30 secondes, 1 minute, parce qu'on sait que les étirements maintenus dans le temps peuvent être délétères en termes de puissance. Donc c'est pas le but. Par contre, de le répéter avec un maintien qui va être court en fin d'amplitude, autour de 4-5 secondes, ça peut être très intéressant pour justement avoir un bon gain en amplitude. Et à la limite, si vous avez du mal à les pratiquer dans la semaine, de venir les pratiquer à l'échauffement avant votre sortie vélo, ça peut être idéal. Vous mettez en cuissard, vous pouvez pas reculer, et là vous vous mettez justement face à un mur avec une chaise. Vous faites 5-10 minutes, ça doit pas être trop chronophage, mais ça peut être un très bon outil pour venir faire ce travail-là dans votre semaine. Un grand merci pour tous ces conseils. Je pense que beaucoup vont s'amuser à tester ces exercices. Mais avant d'aller sur une autre question, moi, ça me fait réagir, c'est que la connaissance que chaque sportif devrait avoir des groupes musculaires, je ne sais pas comment tu peux les appeler, mais quand tu sollicites un muscle, quelle incidence ça a sur les autres muscles ? Est-ce que, sans rentrer dans des formations, mais est-ce qu'il y a peut-être un site où tu as des conseils sur comment se visualiser ou comment prendre conscience, prendre connaissance de tous les muscles que tu vas solliciter quand tu vas faire un mouvement? Parce que je me souviens, moi j'ai été dans ton cabinet et un exemple, j'avais mal à droite, en gros tu m'as dit de travailler à gauche, tu vois, parce qu'en fait ma douleur à droite venait d'un problème de la gauche. Et je trouve que ça, on ne connaît pas assez, en fait, son propre corps. Tu vois ce que je veux dire ? Et est-ce que tu aurais un conseil sur ça à donner aux auditrices et aux auditeurs ? Est-ce qu'il y a un site qui va peut-être t'aider à mieux comprendre cette mécanisme ? Je pense que dans tous les cas, il faut pouvoir visualiser son corps déjà. Déjà voir si ce n'est qu'il y a un squelette, d'accord ? De se mettre justement sur Google, vous tapez mobilité en flexion de hanche. Déjà là, vous allez tomber, il y a plein de vidéos sur YouTube où vous allez pouvoir visualiser les différentes amplitudes au niveau de l'articulation de la hanche. Tapez recrutement du grand fessier. Pareil, j'ai pas de site à vous donner, mais je suis sûr qu'il y a des choses qui vont apparaître sur YouTube. Vous allez voir des vidéos et ce sera pas de l'anatomie, mais ça va juste vous permettre de visualiser du mouvement. Et c'est ça qui est bien aussi avec tous les contenus aujourd'hui sur Instagram. Vous pouvez trouver du contenu pas médical, mais qui va être éducatif. Je pense tout de suite à Physio Vélo. C'est pour moi celui qui m'a formé, Guillaume Coutu, qui fait une très bonne formation et qui va justement se baser au niveau de la connaissance scientifique, au niveau de la connaissance de la littérature scientifique. Donc allez sur justement ces vidéos YouTube. Il vulgarise énormément justement cet aspect de positionnement, cet aspect de renforcement, et souvent il met des petites capsules où dedans on va voir qu'est-ce que c'est que le périnée, c'est-à-dire ce sur quoi on est assis sur la selle. Qu'est-ce qu'est le grand fessier? Donc, je pense que d'aller peut-être sur Physio Vélo, ça peut être quelque chose qui peut vous orienter à trouver du contenu intéressant. Très, très intéressant. Je te remercie pour ces infos. Et puis, quels sont les signes auxquels les cyclistes, hommes et femmes, devraient prêter attention? Ça peut être dans une sortie ou, comme tu l'as dit,
on est de plus en plus sédentaire aujourd'hui. Hein. On est derrière nos ordi, on bosse et puis on va vite faire un ride entre midi et 2. On essaie de pas de casser le bras, c'est mieux. Ou le soir, mais on est quand même assez sédentaire. Et est-ce que c'est soit assis, ça peut être un mal de dos parfois, soit sur le vélo? Est-ce qu'il y a des signes qui doivent être, tu vois, un indicateur. Ouais, il y a un truc sur lequel on doit prêter attention. Je pense que déjà aussi, il y a une pratique qui se démocratise beaucoup, c'est le home trainer, justement. Comme tu en parles, avec le télétravail, et entre midi et 2, on se met vite sur le home trainer. C'est hyper pratique. Et c'est génial pour nous aussi en termes de posturaux et de travail en kinésithérapie ou en préparation physique. Parce que ça, c'est un très bon révélateur des douleurs. Ton inconfort que tu vas avoir sur ton home trainer, il est exacerbé comparé à l'extérieur parce que tu bouges pas. En fait, tu es assis sur ta selle. C'est super intéressant. Voilà, tu es assis sur ta selle. Tes mains, elles sont toujours dans les mêmes positions. Si déjà, tu as du mal à aller chercher tes cocottes, ça veut dire qu'en termes de longueur, soit ton vélo, il est trop long, soit toi, tu vas avoir du mal à tolérer cette flexion. Ça, c'est une bonne chose. L'appui sur ta selle, est-ce que justement, à chaque fois que ton genou il vient être sur le cycle haut, tu sens qu'il y a de la mobilité sur ta selle? Est-ce que justement, il n'y a pas un petit problème au niveau de ta flexion de hanche? Ou est-ce que, pareil, maintenant, avec la démocratisation de Zwift et tous les autres outils pour travailler sur ton home trainer, quand tu vas travailler en puissance, est-ce que tu as du mal à être en cadence très basse et à appuyer fort sur ta pédale? Ça peut peut-être te dire qu'il va falloir que tu ailles bosser en force et en puissance en préparation physique ou chez le kiné. Donc ça, c'est déjà un premier indice à te dire il faut que je travaille sur quelque chose. Après, à l'extérieur, quand tu vas être sur une sortie, que tu as une douleur qui est récurrente, une sortie, 2 sorties, 3 sorties, tu es douloureux toujours au même endroit, et puis c'est une douleur à partir du moment où elle est apparue sur ta sortie et qu'elle ne s'estompe pas, c'est qu'il y a quelque chose à aller regarder. Il faut essayer de comprendre pourquoi cette douleur, elle ne s'estompe pas. Et après, le dernier cas, c'est tu descends de ton vélo, tu as un corps douloureux ou tu as la douleur qui perdure jusqu'au lendemain matin. Ça, clairement, c'est quelque chose où tu dois aller consulter pour essayer d'améliorer les choses. La douleur au réveil, le matin suivant ton exercice, ça, c'est quelque chose où là, clairement, en termes de rééducation, ça va être intéressant d'avoir une ordonnance parce que ça veut dire qu'il y a une vraie entrave. Quand tu arrives à faire passer les choses avec des exercices, il n'y a pas forcément tout de suite besoin de les consulter. J'aurais tendance à dire que si tu as quelque chose qui vient être en dehors de ton vélo sur 1 ou 2 jours suivant l'exercice, ça va être intéressant que tu ailles voir ton médecin et que derrière, tu sois orienté en kinésithérapie. Ouais, ça veut dire que ce que tu dis, en fait, c'est que les douleurs au réveil, il faut s'en occuper. Voilà. Une douleur qui n'est pas de l'ordre de la courbature, oui. Parce que la courbature, la raideur musculaire liée à l'effort, elle est normale, d'accord? Ça, faut aussi l'entendre, et c'est justement quelque chose où ton corps s'adapte et ça va passer au fur et à mesure. Celle qui est pas de l'ordre de la fatigue musculaire, qui est de la raideur tendineuse, une douleur articulaire ou un appui qui va être inconfort dans ta chaussure à cause de la sortie que tu as fait la veille, ça oui, ça va être des choses intéressantes. Et tout ce qui est picotement. Les picotements, je sais pas, tu parlais de la position tout à l'heure, mais un picotement au bout d'une main... ça, c'est quoi? C'est une mauvaise position? Ça peut être un nerf peut-être qui est coincé ou il faut être manipulé? En fait, avant de savoir si on va bosser dessus en kiné, en ostéo ou autre, ce qu'il faut voir, c'est que les picotements dans les mains, ça peut être 2 choses. Ton vélo qui va être trop long, donc quelque chose où tu vas pas être bien positionné sur ton vélo, ou toi qui as du mal à t'engager vers l'avant. C'est juste en fait que tu viens mettre en tension toute ta chaîne des nerfs du membre supérieur et que du coup ils sont trop mis en tension. Le nerf il supporte pas la mise en tension. Il aime coulisser par rapport aux structures, mais il aime pas qu'on les tire. Donc vois que si toi tu es raide au niveau de tes ischio-jambiers, donc ton bassin qui est maintenu sur ta selle, qu'en plus de ça tu as un vélo qui est long ou que tu as du mal à aller chercher l'avant, et là tu vas mettre en tension tous tes nerfs au niveau du membre supérieur et même au niveau des membres inférieurs. Et donc souvent ces picotements-là, ils sont liés à soit une difficulté à tolérer cet engagement vers l'avant, donc encore une fois tout ce qui est souplesse, mobilité, ou parce que ton vélo va être trop long. Et alors tout ça me fait penser à la position. Tu as déjà fait une étude posturale, Camille, toi? J'en ai fait 4. Mais on est dans le même cas, alors. Ouais, on est dans le même cas. J'ai trouvé un réglage, en tout cas, qui marche maintenant. Mais ouais, il m'a fallu vraiment du temps pour... Parce que tout ce qui est dit là me fait penser à la position, en fait. Et alors, je sais que chez Keos, vous le faites. Ouais. Alors, comment est-ce que vous pratiquez la position? Parce que, comme tu l'as dit, tu en as fait 4, probablement 4 différentes. Tout à fait. Voilà. Donc, comment est-ce que vous fonctionnez? Quelle est la particularité? Tout part de là, quelque part. Tout part de là, en fait. Clairement, la bonne corrélation entre la mécanique du vélo et le côté bio-corporel, c'est ça le plus intéressant. C'est qu'en fait, le vélo doit correspondre à l'homme, au cycliste, et va aussi devoir s'adapter par rapport au vélo. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'adapter un cycliste par rapport au vélo, ça va prendre plus de temps que d'avoir un vélo qui a la bonne taille.
Donc le plus intéressant au niveau de l'étude posturale, c'est presque le temps avant de monter sur le vélo. C'est qu'il y a un temps d'échange déjà pour isoler la technique cycliste, la cadence de pédalage assez usuelle, la manière dont tu roules chaque semaine, ton volume d'entraînement, et après, quelles sont tes douleurs, quand est-ce qu'elles apparaissent, qu'est-ce qui reste après tes sorties. Ça, c'est vraiment ce qui va m'intéresser dans la discussion avec la personne qui vient. Et après, on a quelques tests pour justement aller évaluer ses mobilités, pour déjà avoir une conception de comment la personne va bouger avant de monter sur le vélo. Une fois que j'ai vu la personne sur table, que je lui ai fait faire des tests et que j'ai vu son vélo, que j'ai vu la taille, que j'ai vu la longueur de la potence ou le recul de selle, je peux déjà me faire une petite hypothèse de lui, il risque quand même d'être trop long sur son vélo ou trop bas ou avoir une hauteur qui est bien trop importante entre sa selle et son guidon parce qu'il n'a pas la capacité à aller chercher ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu achètes un vélo, ils sont complets les vélos. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu as déjà ta potence, tu peux jouer. Sur quoi tu peux jouer quand tu vas faire une étude posturale classique ? Moi, j'ai changé quand même ma potence. Je suis passée de 80 à 110. J'ai changé mes manivelles. Mais après, voilà, si on rentre... maintenant, il y a même des systèmes qui te permettent, tu me dis, Simon, si vous utilisez ça, mais de tester en fait sur un Ghost Bike avant d'acheter un vélo, et ça te dit par rapport au constructeur et aux cotes de chaque vélo, tiens, si tu prends tel modèle chez tel constructeur, il te faudra cette taille plutôt que cette taille-là. Et je pense que, ça, c'est une responsabilité des vélocistes aussi, de vendre des vélos à la taille. Nous, ça nous est arrivé l'an dernier, quand on était en Lozère, on faisait un stage 100% vélo féminin, on avait quelques primo-cyclistes où elles venaient vraiment d'acheter un vélo. Des filles qui se retrouvaient sur des vélos en taille L, beaucoup trop grands, où tu sentais que on leur avait fourgué ce qui restait en stock. Et du coup, ça crée, au-delà d'un inconfort, ça crée un vrai risque de blessure, etc. Donc moi, je me dis maintenant, c'est l'étude posturale à refaire. En fait, je le ferai et je demanderai à la personne qui me le fait de me donner les codes pour que quand je vais acheter un vélo, je sache exactement ce que je dois apprendre, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Le problème du Ghost Bike et toutes ces techniques-là, c'est qu'ils font un gros volume de personnes pour s'acheter ces techniques-là. Donc moi, pour l'instant, au cabinet, j'ai pas ça. C'est sûr que c'est un frein au fait de pouvoir orienter des personnes sur un achat de vélo s'ils n'ont pas de vélo, très clairement. En revanche, il y a toujours moyen de te faire prêter un vélo de quelqu'un qui est à peu près de ta taille et puis de se dire, ok, de voir est-ce que je suis trop long, est-ce que je suis trop court sur ce vélo pour orienter déjà un petit peu l'achat. L'autre problème aussi, c'est au niveau de la manufacture. On a de plus en plus de cintres qui sont intégrés. Et quand tu as une potence qui est intégrée au reste de ton cintre, comment tu fais pour réduire cette potence-là ? Donc c'est très beau, c'est très aéro, mais si tu as un confort, l'aéro, tu ne pourras pas aller l'utiliser. Donc ce qu'il faut vraiment voir, c'est que ce qui prime avant l'achat d'un vélo, c'est de voir notre capacité, de voir est-ce qu'on est mobile, est-ce qu'on est fort. Et si ce n'est pas le cas, déjà, il ne faut pas aller chercher des pièces qui ne sont pas modifiables. Ça, c'est le premier conseil. Ne pas aller chercher une position comme on a vu à la télé. Ça, c'est le gros problème, c'est de voir des gens qui sont engagés, mais eux, ils sont engagés depuis qu'ils ont 5 ans sur le vélo, ils sont vers l'avant, et donc ils sont construits comme ça. Donc c'est facile pour eux de l'être. Mais nous, aujourd'hui, quand on a une pratique qui est moins fréquente, qui est plus tardive aussi, ça va être plus difficile de s'adapter. Et donc c'est ça où c'est intéressant de se dire comment je peux faire pour acheter un vélo où je peux le modifier avec l'évolution que ça va amener. Parce que ta pratique, elle va modifier ta posture sur le vélo. Quand tu auras fait 3 ans de selle, ça va changer ta manière d'être sur le vélo. Donc la première des choses, c'est de ne pas prendre un cadre qui va être trop long. Ça, c'est capital. Parce que quand c'est trop long, ta potence, tu vas avoir du mal à la raccourcir. Tu peux aller chercher une potence de VTT, il y en a qui sont à 0, mais tu ne peux pas raccourcir ton cadre. Donc prendre un cadre qui va être plutôt sur un conseil de taille un petit peu inférieur sera toujours plus intéressant. Tu vas pouvoir mettre une potence longue, tu vas pouvoir mettre un recul de selle important sur ta tige de selle. Il y a des manivelles longues, on peut toujours aller vers la longueur parce que tout le monde veut être aéro. Mais au final, est-ce que tout le monde peut vraiment supporter l'aéro ? Ça, je suis moins sûr. Moi, j'ai une question sur les douleurs, parce que si tu écoutes certains anciens, quand tu vas rouler avec eux et tu leur dis « j'ai mal à un genou », alors certains sont capables de dire, ils sont pas du tout kinés, mais ils sont capables de dire si tu as mal à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ils sont capables de dire si c'est à l'intérieur, c'est ta selle qui est trop en retrait, ou alors ta hauteur de selle. Est-ce que ça a un lien ? Je veux dire, est-ce que toi, en tant que professionnel, en te disant « voilà, moi je viens de voir, alors je sais que je t'ai déjà consulté pour un sévère mal de dos, mais par exemple, j'ai mal au genou à l'intérieur droit. Est-ce que ça, c'est un indicateur
de quelque chose de très précis. Par exemple, est-ce que ça vient de la selle, est-ce que ça vient de la potence ou pas du tout? Pas du tout. Et ça, c'est le plus gros apport qu'a été Guillaume Coutu de Physiovélo pour moi. C'est qu'en fait, j'y allais avec ce préjugé-là. J'y allais avec le fait de me dire... Ce que je viens de dire. Exactement. En fait. Ouais, okay. Moi, j'ai découvert tout seul, entre guillemets, le vélo. Et c'est l'idée que j'avais. C'est que je me suis dit, bah ok, si c'est comme ça, tout seul, je modifiais mon vélo, l'inclinaison, etc. En fait, ça réglait rien. Et donc, c'est là où je me suis dit, il doit y avoir peut-être plus de subtilité. Et bien, en commençant à lire, effectivement, je me suis aperçu que, bah non, c'est pas ça. Et Guillaume l'a bien confirmé, c'est que si tu as mal au genou, on peut pas dire si ta selle est trop vers l'avant, trop inclinée, que c'est ta potence qui est trop longue, ta cale qui est mal réglée. Donc c'est ça qui est très frustrant, c'est de se dire que ton symptôme ne va pas nous orienter vers le problème de positionnement, mais dans tous les cas, ça va être une cascade de raisonnement par la suite. Et tu peux quand même arriver à te positionner avec des très bonnes vidéos très simplistes sans avoir besoin de comprendre où tu es douloureux. T'as mal, ok, c'est que t'es inconfortable sur ton vélo ou qu'il y a du travail à faire sur toi, mais tu peux bosser sans avoir à comprendre le problème que tu as. Et alors, je sais que tu travailles également avec une équipe professionnelle. Là, on parle de position. Moi, je pense aux data et je pense à la puissance. Le professionnel aujourd'hui est en recherche de développer une puissance maximum. Ouais. Est-ce que vous travaillez sur des positions spécifiques jusqu'à obtenir une position de pleine puissance? Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui, ils le font eux. Par contre, là, c'est quelque chose qui est vraiment, comme tu dis, c'est des datas. C'est un labo qui fait ça, c'est une étude sur des pistes, c'est vraiment quelque chose qui est très poussé, qui est spécifique. Et entre guillemets, pour l'instant, on ne va pas nous influer là-dessus parce que eux ont sûrement la capacité d'être engagés vers l'avant puisqu'ils le sont souvent. Et je dis bien sûrement. Ça arrive et ça nous est arrivé aussi qu'il y ait des cyclistes et des cyclistes professionnels qui sont inconfortables sur leur position et qu'à un moment on fasse un reset. Ok, on a vu la puissance, on a vu tout ça, mais en fait pour être puissant, il faut être confortable. Et tant que tu es inconfortable au bout de 2 heures de vélo, pour un cycliste professionnel, c'est pas possible. Donc cherche d'abord à être confort pendant tes 4 heures de ton étape, que sur un profil accidenté tu sois confortable, en montagne tu sois confortable, du plat tu sois confortable, et après tu peux aller chercher cette notion de puissance par rapport à ce positionnement. Ça me génère une question, ce que tu dis, ça veut dire que les coureurs professionnels ont une position adaptée en fonction du profil. Un exemple, je pense à, je sais pas, Wout van Aert, pourquoi pas, il a des cotes sur son vélo qui sont différentes si c'est une étape de plaine ou si c'est une étape de montagne. Non. Par contre, il peut avoir des vélos différents, effectivement. Il va avoir un vélo qui va être plus aéro, qui va peut-être avoir un engagement intérieur plus important, mais c'est surtout... sa position sera la même. Sa position sera la même. C'est plutôt la rigidité du vélo qui va changer que sa position à lui. Ça aurait pu. Ça aurait pu, clairement. Mais là, je pense qu'on part sur du millimètre et je ne sais même pas si ça peut avoir une influence sur la performance. Et puis, excuse-moi, j'ai beaucoup de questions, Camille. Non, mais c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Là, de manière à être en prévention de blessures, de douleurs, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cyclistes qui font du trail. Enfin, notamment, je pense à David Gaudu qui a fait une magnifique place sur la Saint-Élion. Mais moi, quand je vois Warren Barguil aussi qui a fait à La Réunion. Exactement. Et moi, quand je vois ces mecs-là qui sont des cyclistes professionnels faire ce qu'ils font en trail, je me dis, mais le lendemain, est-ce qu'ils sont encore capables de marcher? Tu vois ce que je veux dire? Parce que, voilà, pour mon expérience personnelle, quand tu n'as pas l'habitude de courir et que tu vas courir, c'est assez violent. C'est extrêmement difficile. Et puis, c'est qu'un sport porté, le vélo. Il n'y a pas d'impact. Et donc, pour tous ceux avec lesquels j'échange, ils ont un volume d'entraînement, une charge d'entraînement qui est telle qu'ils ont un cœur. C'est un moteur qui est extrêmement performant et qui leur permet d'avoir des performances en course à pied aussi excellentes. C'est clair. Par contre, il faut qu'il y ait une transition qui soit progressive. Alors, ça va être ma question justement. Est-ce que c'est ce que tu conseilles pour anticiper des blessures, de croiser les sports? Sur un sportif de haut niveau comme un cycliste, je pense qu'en fait, la spécificité de son sport en saison et le volume d'entraînement que ça demande ne permet pas d'aller chercher ça. Tu peux maintenir un petit footing le matin, un footing à jeun de temps en temps pour eux, il y en a qui le font, mais de là à dire que tu vas avoir un entraînement croisé en course à pied pour le cycliste professionnel, c'est difficile. Par contre, je pense que pour toute la population globale, c'est capital de croiser les sports, que ce soit du cyclisme vers le trail ou la course à pied et vice-versa. Surtout que le vélo, c'est pas un sport à contrainte mécanique. Donc en termes de densité osseuse, le risque, c'est que si tu fais que du vélo et que tu es sédentaire en plus toute la journée, il se peut que ta minéralisation osseuse soit moins abondante. Et donc, que tu sois moins résistant en termes d'os. Donc effectivement, ce sport d'impact, fait de manière très précautionneuse si tu n'as pas l'habitude, peut t'aider à justement prévenir la santé de ton os. Et ça, c'est capital. Et du coup, Simon, toi, tu penses quoi du CrossFit
ou enfin globalement de ce genre d'activité, parce que je reviens à ce qu'on se disait sur la connaissance de sa chaîne posturale, la connaissance des groupes musculaires et même en termes de mobilité. Moi, je trouve quand même des choses intéressantes qui sont faites en dehors quand c'est fait dans un cadre safe. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est complémentaire ou qu'est-ce que toi t'en dis ? Pour moi, c'est très intéressant tant qu'il y a une éducation en amont. Le CrossFit, c'est un sport presque professionnel tellement c'est difficile. Ça va chercher toutes les bases d'haltérophilie, mais souvent chez des gens qui l'attaquent dès la première séance sans savoir faire un squat ou un overhead. Ça, c'est quelque chose qui est forcément pathogène. Parce que du coup, si la personne n'a pas la mobilité ou a trop de mobilité mais pas de maintien, tu risques d'aller vers de la douleur. Donc c'est un sport qui est très intéressant, avec une éducation préalable, et on ne doit pas faire que ça. Il ne faut pas oublier que c'est de la préparation physique, et que ça doit, pour moi, et maintenant il y a des compétitions de CrossFit, et c'est très bien pour ceux qui le font, mais je pense que d'en faire un sport à part entière oublie quelques notions pour le vélo, par exemple. Oui, moi je partage. Je pense que c'est un excellent moyen de se préparer physiquement, mais je ne trouve pas que ce soit un sport. Je pense que c'est de la prépa physique portée à très haut niveau. Voilà. Mais si vous voulez regarder, moi je suis tombée dans l'avion sur la vidéo des derniers Games. Donc les Games, c'est les Jeux Olympiques du CrossFit. Et maintenant, ils leur font faire. C'est marrant parce que dans les premières années de compétition, c'était beaucoup d'haltéro, de gym et un petit peu de cardio. Et plus ça va, plus ils mettent de la natation, ils mettent du vélo. Et c'est quand même des gros gabarits. Et c'est vraiment très, très cool parce que ça pédale quand même assez fort. Ça court vite, c'est des petites distances. Mais c'est assez rigolo à regarder, mais c'est là qu'on voit que c'est des physiques différents, ça crée vraiment des corps très très différents. Mais avoir une pratique comme ça adjacente au vélo, à la course à pied, c'est quelque chose d'intéressant. Et tu as aussi des Hyrox, c'est une autre technique, enfin c'est un autre sport aussi qui est en train de se développer. Et tout ça, tant que pour moi ça ne devient pas la pratique à part entière, ça reste très intéressant. Et puis il y en a qui ont le droit d'aimer ça et d'en faire, j'en connais beaucoup. Mais personnellement, c'est vrai que j'ai du mal à me passionner pour ça. Par contre, faire de la préparation physique, c'est ce qui te permet de rendre ton corps compliant. La préparation physique, le poids, la mobilité, rend ton corps performant. Peu importe le sport que tu vas faire, juste, il va être plus compliant aux heures d'entraînement que tu vas lui faire. Le premier problème, la première source de pathologie, c'est la charge d'entraînement, c'est le volume. Ce volume-là, pour l'encaisser, il te faut de la préparation physique. Et donc, tu es obligé de sortir de ton vélo, tu es obligé de sortir de tes baskets de course et puis de te soumettre à la préparation physique pour supporter ta planification, ta charge d'entraînement. Même si l'intensité représente peu de temps sur ton entraînement, le peu de temps que tu vas être à cette intensité-là doit être préparé. Et la préparation physique t'aide à ça, ton volume d'entraînement courant à basse intensité t'aide à ça. Moi, sur le CrossFit, je trouve ça hyper intéressant, mais je le vois plutôt comme une discipline sur le moyen long terme. Parce que c'est vrai que ça paye, mais ça paye pas la première semaine, quoi. Tu vas pas faire 2 séances. Tu as des courbatures. C'est très clairement. Mais je trouve que c'est un sport hyper complémentaire avec le vélo, parce que tu te sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus gainé, beaucoup plus puissant sur le vélo après avoir fait quelques semaines de CrossFit. Et le sentiment de force, il est capital dans le sport. Il est objectif, mais aussi subjectif. Quand tu te sens fort, quand tu sens que tu es résistant, tu vas avoir l'impression de pouvoir tenir plus longtemps ou de pouvoir avoir une ascension plus rapide. Ça, clairement, ça va être capital. Et c'est en ça que c'est intéressant, par exemple, de faire du CrossFit. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'aspects délétères quand c'est apparu en France. Je pense qu'il y a aussi pas mal de box de CrossFit où, au fur et à mesure, il y a une éducation qui est faite. Il n'y a pas tout de suite une mise sous des poids ou qu'il n'y a pas d'une intensité trop importante. Et donc forcément au départ, quand il y a une pratique qui est nouvelle, il y a une explosion, il y a des excès qui sont faits. Puis je pense que dans les années qui suivent, il y a toujours une modération et on en retient un petit peu l'essentiel de ce que va être ce sport pour la pratique du vélo par exemple ou de la course à pied. Ouais, c'est vrai que ça a explosé, maintenant ça s'est régulé, on va dire, oui. Avec des box. Et avant qu'on arrive sur la fin de l'épisode, moi j'avais envie que tu nous partages aussi ton expérience en tant que kiné dans des équipes pro. Si tu le veux bien, je sais pas avec si tu peux en parler, mais voilà, quel est ton travail, quelle est ton approche avec les coureurs professionnels? Je sais que tu as déjà participé, tu vas participer à des grands tours à leur côté. Quel est ton job à leur côté? Et puis dans quel état tu les retrouves après une étape de montagne? C'est ton boulot de kiné, il est sur un temps assez réduit dans ta journée. Il faut que tu te dises que ton boulot de kiné, tu vas le faire... Tu participes à l'équipe également, tu fais pas que ça, tu vas apporter les bidons, tu prépares les bidons, tu apportes les bidons, tu vas préparer l'hôtel. Il y a, bien sûr, quand tu as ton travail de kiné à faire, c'est ça qui prime et tu vas pas faire d'autres tâches à la place. Mais par contre, derrière, c'est la vie de l'équipe. Tu dois préparer l'hôtel, le matin, il faut que des fois t'aides à charger les vélos sur les galeries, tu vas au départ. Donc là, au départ, tu reprends ton boulot de kiné un petit peu, si tu as des straps à faire, des tapes, revoir certains pansements si t'as pas de médecin sur la course avec toi. Et après, tu pars sur la course, t'amènes tes musettes, tes bidons, tu te positionnes, tu les donnes, t'espères qu'il fasse pas trop pluvieux ou qu'il n'y ait pas trop de vent à ce moment-là.
puis tu pars à l'autre point, souvent après tu vas à l'arrivée. Là, à l'arrivée, tu fais pas grand-chose, tu les laisses, comme tu dis, quand ils ont fini une étape de montagne, tu les vois dans des états d'épuisement qui sont vraiment énormes, et donc du coup, tu les laisses récupérer. Tu les laisses manger surtout, parce que c'est ça ce dont ils ont besoin, tu les laisses dormir un petit peu dans le bus s'ils ont besoin. Après, tu les retrouves à l'hôtel, là, tu vas les masser. Et une fois que tu as fini les massages, si jamais il y a besoin effectivement d'avoir des gestes de kiné ou autre, c'est là que tu reprends ton boulot de kiné. Et puis après, tu le relaisses pour retourner à la vie de l'équipe. Mais ça va quand même de plus en plus vite dans les pelotons, on est d'accord, avec des gamelles qui sont de plus en plus impressionnantes, des maillots qui sont plus les maillots il y a quelques années, mais qui sont filet. Mais voilà, du filet sur les musculatures. Est-ce que les chutes sont plus compliquées à gérer qu'avant parce qu'une chute derrière, on pense parfois que c'est juste une glissade et que ça n'a pas de conséquences sur le squelette, mais j'imagine que chaque chute a un impact sur Clairement. le coureur. J'aurais pas de recul dans le temps, ça fait pas des années que je suis dans le peloton professionnel. Moi, ça fait que c'est ma 3e saison avec Decathlon AG2R. La chute, elle est en fonction de la vitesse ou en fonction de si elle est en descente ou autre. On le voit très bien avec d'autres coureurs aussi, d'autres équipes, que ça a des conséquences physiques et psychologiques. Le physique, il se remet dans beaucoup de cas à 100%. Ça peut demander du temps en fonction de l'atteinte. Mais ce qui va rester derrière, peut être l'appréhension. Tu prends un sprinter qui prend une grosse boîte sur un sprint. Je pense qu'il y a des têtes brûlées, mais ça doit quand même laisser un petit peu de séquelles. Et donc, effectivement, il faut remonter à cheval et puis, effectivement, arriver progressivement à y retourner. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficilement palpable ou mesurable pour savoir combien de temps ça va durer. Et ça dépend aussi des caractères et ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est ça qui est intéressant, justement, d'arriver à en parler avec eux. Et c'est là où le temps de massage sur la table, je le trouve très intéressant. Parce que ça permet de prendre en charge l'aspect psychologique qui est capital sur l'aspect de comment ça s'est passé, comment essayer d'en parler. Parce que mine de rien, ça peut parfois aussi être un peu une source de traumatisme. Mais d'en parler, ça peut juste permettre de le laisser de côté et de continuer et de repartir de l'avant. C'est vrai que j'ai regardé sur Netflix le documentaire sur Cavendish. Ouais. Franchement, pour remonter sur un vélo, se relancer à 70-80 l'heure quand tu vois les chutes qu'il a déjà pris, c'est... Et Fabio Jakobsen, autour de Pologne. Ouais. Là aussi. Là, c'est encore autre chose, hein. C'est du coma, c'est entre la J'ai vie et la mort. Le documentaire également, c'est assez impressionnant. En tout cas, j'espère qu'il va battre le record de Merckx cette année. Ouais, j'espère. Franchement, ça serait pour magnifique. lui, j'espère. On lui souhaite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Camille ? Est-ce qu'en conclusion, Simon, parce que nous, on fait une capsule santé, donc du coup, on donne toujours un petit conseil, peut-être un dernier petit conseil d'hygiène de vie, un peu général, à partager avec nos auditrices et nos auditeurs ? Oui, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que ce qui prime, c'est la prévention. La prévention, ça a été décrit à différents états, primaire, secondaire, tertiaire. Dès qu'on rentre dans l'aspect secondaire ou tertiaire, il y a de la douleur ou il y a de la restriction d'activité. Et pour rester toujours en amont de ça, ce qu'il faut se dire, c'est que l'alimentation, le sommeil, c'est un pilier qui est capital. Le pilier qui va avec, c'est la préparation physique adjacente au sport. Donc, préparer ton corps à supporter ton volume d'entraînement, c'est indispensable. Donc, faire des exercices, même si au départ, tu ne sais pas trop ce que tu fais, commence à bouger, commence à faire des petits exos. Et puis, quand tu as envie d'en faire un peu plus, tu peux aller voir des prépas physiques. Tu peux aller voir des kinés, même sans ordonnance. Écoute, au pire, aller chercher ce genre d'informations peut te permettre de faire des choses en confort et sans risquer de te blesser. Donc, même s'il n'y a pas de notion de remboursement, c'est quelque chose qui va être indispensable et tu n'as pas besoin de 10 séances pour expliquer à quelqu'un comment bien bouger, bien se renforcer et pratiquer son sport sans trop de risques. Super, merci beaucoup. Merci Simon, moi j'ai une dernière question, c'est sur tu as parlé tout à l'heure du tape. Oui. Moi j'ai découvert le tape, le K-tape, il y a une dizaine d'années on va dire. Et il y a une dizaine d'années, il fallait avoir fait une formation pour en poser. En France, on n'en trouvait pas si tu n'étais pas un professionnel de santé. Depuis, ça a bien évolué. On voit des tapes roses, bleues, jaunes, de toutes les couleurs. Ça a pu être à un moment donné un effet de mode. Quel est ton avis sur le tape justement ? Est-ce que tu penses qu'un non-professionnel peut se le poser soi-même ? Parce qu'on a parlé de Decathlon AG2R tout à l'heure, mais tu vas chez Decathlon, tu trouves des petites, des sachets de tape et on t'explique comment les poser. Quel est ton avis sur ça ? Je vais me cacher derrière la littérature. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de croyances derrière ce tape. On a pendant très longtemps dit que ce tape pouvait augmenter la force musculaire, diminuer la tension musculaire, etc. Donc on sait qu'il y a eu un effet bien trop important donné à ce tape. Ce tape, il peut avoir un intérêt quand derrière tu sais pourquoi tu le poses.
effectivement, sur des hématomes, c'est prouvé. On voit bien qu'effectivement, tout ce que tu colles de façon sur la peau permet de diminuer l'hématome, que ce soit un tape, élastique ou pas. Par contre, derrière, sur la pratique du sport, quand un athlète a mal et qu'il doit partir pour 5 heures de pratique, là, si tu as quelque chose qui peut essayer ou peut l'amener à être un petit peu moins douloureux parce que lui, déjà, il a une croyance là-dedans et il pense que ça peut l'aider, bien sûr qu'il faut lui mettre. Derrière, quand c'est un patient au cabinet, je pense que l'éducation est beaucoup plus importante. Donc, sur quelqu'un qui a une pathologie vraie et qui verrait derrière cette technique quelque chose de miraculeux, là, non. Il faut l'éduquer. Donc, la pause faite par quelqu'un qui n'est pas connaisseur de l'anatomie ou de la médecine, pourquoi pas ? Mais derrière, comment on va le justifier ? Comment on va dire, qu'est-ce que tu vas chercher derrière cette bande autre que coller entre guillemets un scotch ? Donc, tu peux quand tu n'es pas connaisseur. Parce que c'est une tension. Hein. Le tape, tu le poses avec une certaine tension. Tu ne le poses pas juste, tu n'enlèves pas le strap et tu le colles pas comme ça. Ça se pose avec une tension et je crois même qu'il y a un code couleur. Il y avait, en fait, ça c'est dans la création. En fait, la colorothérapie a initialement été véhiculée avec le tape. En fait, on disait que si tu veux éveiller un muscle, il faut telle couleur. Si tu veux le calmer, il faut plutôt quelle couleur. Et ça, on a bien montré que par contre, c'était pas vrai. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est que tu as des codes couleurs par équipe. Donc, par exemple, nous, chez Decathlon AG2R, je vais éviter d'aller poser, par exemple, un rose de EF. D'accord, d'Education First, je vais éviter d'aller mettre leur code couleur. D'accord. Ça, c'est incroyable. Donc, nous, on reste quand même sur les codes couleurs de l'équipe et c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'aujourd'hui, la couleur, elle va être affiliée à l'équipe que tu as et que ce soit en vélo ou dans d'autres sports. La couleur, elle correspond à ton équipe. Très intéressant. Est-ce qu'on arrive à la fin de l'épisode, Camille ? Je crois qu'on a fini. Est-ce que tu as des recommandations de livres, de vidéos, de choses à regarder ? Oui, allez éplucher les vidéos de physio-vélo parce que du coup, vous aurez comment vous positionner sur un vélo avec des petits tips, des petites choses qui vont vous aider à faire moins de bêtises. Et puis, il donne plein de conseils. Donc, je peux que recommander d'aller éplucher toutes ces vidéos et regardez pas comment les autres sont positionnés sur leur vélo. Cherchez votre confort et cherchez vos aptitudes pour savoir comment vous mettre sur un vélo. On mettra le lien directement. Un grand merci, Simon, en tout cas pour ton temps, pour ton professionnalisme, tous ces conseils. Et puis tout le meilleur pour cette belle saison qui commence. Merci, j'espère que ça servira. Merci.